Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette soirée RIPL, donc les rencontres interprofessionnelles ludiques, organisées donc, par le Centre national du jeu et le FLIP. Je suis Alexia Lyon, je suis chargée de communication au Centre national du jeu. Donc, on a des intervenants l'an dernier qui sont là en fait au premier rang. Donc ils ont une petite vengeance à faire. Ne vous inquiétez pas s'ils perturbent un petit peu, ils sont gentils. Le Centre national du jeu est un lieu à Boulogne-Billancourt qui est dédié à la culture ludique, aux cultures ludiques, dont le but est de promouvoir donc, le jeu sous toutes ses formes et dont aussi l'aspect sociétal du jeu. On a une ludothèque, donc nous accueillons les enfants à partir de la naissance, et puis jusqu'à 8 ans, puis les ados, puis les adultes et les familles. Nous avons aussi un conservatoire du jeu avec plus de 12 000 jeux, dont les plus anciens datent de 1840. Et enfin, nous organisons tous les ans le concours de créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt, dont la remise des prix aura lieu en septembre prochain. Voilà pour le Centre national du jeu. Nous sommes ce soir ici donc, pour une table ronde dont le thème est auteur mode d'emploi. Bonsoir, moi c'est Paul et je suis l'auteur et l'éditeur du jeu Pièces montées qui est sorti il y a tout juste un an au Flip. Il fête donc sa première année et voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Ah, si, c'est Allumé de création d'éditeur. Bonsoir, je suis Mathieu Delpio, j'ai une maison d'édition qui s'appelle Cocktail Games. Voilà, on édite des petits jeux simples et, pour tous les publics. Et on rigole bien avec les jeux Cocktail Games. Donc moi c'est Mathilde, je travaille pour Gigamic, qui est un éditeur et distributeur de jeux de société. Mon rôle là-bas, c'est de m'occuper de la communication et de l'édition. Bonsoir, moi c'est Manuel, je suis game designer chez Ubisoft actuellement. Je vais éditer un jeu chez Space Cowboy qui va sortir le 5 septembre, Time Stories. En gros, et je suis passé par la case responsable de concours des créateurs à Boulogne il y a un petit bout de temps. Et donc c'est un peu par toi qu'on va commencer, puisqu'on va aborder la question donc, des concours et trophées de création ludique qui existent en France. Je voulais d'abord vous poser à vous la question, et en tout début à toi Manu, pour toi quel est l'intérêt pour un auteur de participer à un concours de création et à quel moment en fait ça peut être intéressant de le faire? Je pense à tout moment, en fait, c'est d'avoir un retour quand on est créateur. On est généralement créateur tout seul dans sa cuisine ou dans son salon. Et ce qui est important, c'est tout d'un coup de pouvoir confronter ça au monde, parce qu'un jeu, effectivement, ce qui est important, c'est que les gens y jouent et qu'on ne soit pas derrière. Donc en fait, c'est un bon moyen de valider des règles, de voir si tout ce qu'on a imaginé entre l'imagination et le côté très pragmatique de la chose, de mettre en règle. Donc c'est un exercice, il y a pas mal d'auteurs qui passent par cette case-là pour se donner aussi des deadlines, parce que généralement aussi, quand on est auteur, on a des idées de se dire « Ah, mais on a peut-être des contraintes dans la vie qui nous amènent à dire bon, on fera ça demain, puis on fera ça après-demain. » Mais quand on a une vraie deadline, donc il y a des auteurs confirmés, genre Laurent Escoffier, etc., qui disaient généralement qu'ils s'inscrivaient au concours parce qu'au moins ils avaient une deadline et que tel jour, ils devaient obligatoirement envoyer les règles. Et donc c'est des exercices qui sont importants et qui permettent tout d'un coup, c'est quand même la première chose qui permet on va dire, de poser à plat les règles et de ne pas juste avoir une idée. Et ça, c'est vraiment la première étape pour moi. La deuxième étape, c'est effectivement de voir si on passe plusieurs étapes, si notre jeu et notre concept, et si on a des retours du concours, de voir aussi à quel public on va pouvoir le montrer, etc. Donc pour moi, c'est quasiment une case indispensable pour un auteur en devenir ou même pas. En fait. C'est une case indispensable. Je suis d'accord avec. De toute façon, le truc, c'est de faire tester son jeu et retester, donc c'est forcément bien. C'est aussi l'occasion entre auteurs de se rencontrer, des gens qui font comme nous, et donc de
discuter, de développer, d'avoir des idées. Et puis c'est aussi un très bon moyen de rencontrer des éditeurs. Là, je parle plutôt pour nous, mais nous, dans le jury créateur, en tant qu'éditeur, c'est un moyen de rencontrer des gens, de voir des jeux. Et donc pour un auteur, c'est hyper important. Ici, c'est l'occasion de rencontrer plein d'éditeurs. Moi je dirais aussi que c'est... Alors je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit jusque-là, mais je dirais aussi que c'est très bon pour le moral. Surtout quand on passe les premières étapes et puis les suivantes. On sort du concours avec effectivement plein de retours, mais aussi on sort bien boosté parce qu'on se dit que notre jeu a un petit quelque chose s'il est arrivé jusque-là. Et si on a la chance d'être primé, on sort encore avec plus de motivation et d'énergie pour continuer à travailler sur le jeu et continuer le parcours. Mathilde, tu fais partie du jury cette année. Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment fonctionne le trophée Flip? Donc le trophée Flip créateur, en fait ça commence par les auteurs qui envoient leurs règles de jeu et une fiche qui résume un peu le jeu, parce que comme on en reçoit 150, ça prend un petit peu de temps. Et donc là il y a une première sélection qui est faite, donc il y a 16 créations qui sont sélectionnées et qui viennent jusqu'au Flip ici. Et donc là pendant 3 jours, on a donc 16 jeux puisqu'il y a 4 catégories. Qu'on teste et puis du coup qui sont confrontés à un public pendant 3 jours de façon assez intense, un public qui va aussi donner son prix, donc c'est hyper intéressant pour les auteurs et puis pour nous aussi. La question va être pour Mathieu et pour Mathilde. En tant qu'éditeur, vous avez déjà signé des jeux qui étaient issus de concours, primés par des concours ou des trophées. Alors, à Partenay, oui. Ouga Bouga, qui a eu le prix du public, je crois, il y a quelques années. Et également Twiggles, qui avait eu un prix, je ne me souviens plus lequel. Et Partenay est un bon champ de recherche pour nous, parce qu'on peut voir les jeux, les jouer, prendre le temps de discuter avec les auteurs. Voilà, je trouve que c'était plutôt quelque chose qui... ça permet de voir 15 jeux d'un coup, très rapidement, et puis avoir du contact. C'est un chouette concours. Tous les concours ne donnent pas autant de résultats en fait que ça. Nous on est content, on a eu 2 éditions, et puis après la pêche peut être bonne ou pas bonne suivant les années. Voilà. Tu me confirmes que vous venez aussi pour éventuellement trouver une pêche? Moi je viens là pour ça en fait, pour découvrir des jeux, et puis voir si ça peut en fait correspondre à notre gamme ou pas. D'où réellement l'intérêt de présenter son jeu à un concours ou un trophée quand... Oui, après il y a les jeux qui sont en concours et puis il y a les jeux qu'on peut te montrer à côté aussi qui peuvent avoir de l'intérêt. Mathilde, je sais pas si tu vas... J'ai séché l'ambiance, je suis désolé. Non, nous on a écouté aussi 2 jeux qui ont été présentés au Flip, donc il y a El Capitan et puis Happy Birthday qui devient Happy Party qui va sortir à la rentrée. Donc oui, on fait nos courses ici, clairement. Là, ce serait une question un peu pour tous. Quel conseil pouvez-vous donner à des auteurs qui souhaiteraient participer? S'il y a un petit truc à vraiment valoriser ou faire attention à quelque chose pour que ça ait plus de chances de passer les étapes, ou au moins de taper dans l'œil d'un éditeur sur les concours? Je dirais que ça commence même avant, en fait, au moment de la présentation des jeux qui sont envoyés par mail. Donc la petite fiche récapitulative et puis la règle du jeu, c'est qu'il faut vachement soigner ça. C'est hyper important, c'est le premier contact qu'on a. Au début, on n'a que ça, donc il faut réussir à vendre le plus du jeu et réussir à nous faire dire « Ah, ça j'ai envie de voir ce que ça donne ». Parce que je pense qu'il y a des auteurs, peut-être on est passé à côté parce que simplement il n'a pas su nous faire passer l'envie. Et ça c'est dommage. Donc la première étape, c'est celle-là. Après, si le jeu a été testé, on va tester. Il faut se lancer. Après, nous on reçoit beaucoup de jeux, évidemment, il faut être prêt, on passe à côté de plein de choses. Moi ce que j'aime, c'est une petite idée maligne, et puis aussi les jeux qui fonctionnent. Par exemple, clairement on est à la recherche de jeux coopératifs, on en reçoit très peu. Il faut aussi regarder un peu la ligne de l'éditeur, voir ce qu'il fait, voir ce qui lui manque. Par exemple, on n'a pas de jeu de parcours dans notre gamme, un jour on en fera certainement un. Et puis après penser quand on aime bien les jeux où il y a autant de
plaisir à la table qu'autour. Et puis des jeux pour le gars qui dort dans le canapé, on a assez envie qu'il se réveille et que ce soit le héros de la soirée. Parce que c'est pour nous la personne la plus importante. Paul, je ne sais pas si tu as... Non, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Manu, en tant qu'ancien responsable du concours de Boulogne, qui a un fonctionnement un peu différent parce que les jeux sont playtestés avant, est-ce que tu as des conseils sur les 200 règles qu'on recevait chaque année, puis il y a un peu d'international, et puis ce qui est clair, ce que tu as dit, c'est arriver à formaliser et à identifier rapidement on va dire les bonnes idées du jeu et de les mettre vraiment en avant. C'est-à-dire que c'est hyper important, et c'est toujours la même histoire en fait. C'est qu'on peut avoir les meilleures idées du monde, si on n'arrive pas à les présenter, en fait les interlocuteurs ils les voient pas. Donc surtout quand on reçoit 200 règles de jeu, voilà, il y a énormément de concurrents on va dire, et il faut arriver à se démarquer, et la première chose c'est d'arriver à formaliser ça. Donc c'est que ce soit très clair, et ça peut être dans la formulation, donc vraiment dans l'écriture, mais c'est aussi dans la présentation. Donc c'est un ensemble. Présenter un concept, c'est un travail aussi. Et ce travail-là, généralement, on est plus attentif. Quand on lit 50 règles on est plus attentif à quelqu'un qui a presque une volonté didactique de nous expliquer comment ça fonctionne. Qui n'est pas ah oui, j'ai une idée, elle est super, mais si on ne la comprend pas, on va passer à côté. Donc c'est vraiment souligner tous ces points-là, et ça c'est vraiment un point important. Et sur Boulogne, effectivement, j'ai aperçu ça, effectivement, on est passé aussi sur Boulogne plein de fois, à côté de jeux qui sûrement étaient vraiment super bien. Mais il y a certains projets qui ont été sélectionnés, où on a peut-être été déçus après, mais au moins ils ont été sélectionnés parce qu'il y a eu cette présentation. Et quelque part, ça rejoint quoi? Ça rejoint tout simplement pour nous, un jeu, le premier contact avec une règle. Et donc la règle de jeu, il faut qu'on puisse se l'approprier, il faut que le joueur ait envie de jouer directement derrière. Donc c'est tellement le passage obligé qu'on n'a pas du tout dans le jeu vidéo. Ça se passe autrement, c'est sur l'interface, etc. On a des tutos, on est dedans. Le jeu de société, il y a quand même cette contrainte-là, et qui est la contrainte principale. Donc en fait, c'est le premier exercice sur lequel il faut être hyper vigilant. Et le faire relire, le donner à d'autres, le donner à des gens qui n'ont rien à voir, qui ne vont pas dire « Ah, c'est super, obligatoirement ». Des gens qui n'ont rien à voir, est-ce que tu comprends un peu, et d'écouter. Voilà, d'être très à l'écoute et de retravailler. Et je pense que l'exercice de la règle de jeu est vraiment la contrainte sur... C'est la première étape pour arriver à formaliser un jeu de société, je pense. Donc là, en fait, on glisse doucement vers la seconde thématique qu'on va aborder. C'est donc à partir du moment où on a notre prototype en main, où on veut faire éditer son jeu, comment est-ce qu'on aborde un éditeur? Qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, quelles sont les bases de cette relation auteur-éditeur qui se met en place? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de propositions. Comment une proposition sortira un peu du lot, et de quelle manière on peut vous aborder pour que les choses se passent bien et sur des bonnes bases? Il y a deux moyens. En général, c'est soit on a tous un système de formulaire ou d'envoi de mail pour recevoir la règle de jeu. Donc là, ce qu'a dit Manu, c'est qu'il faut il faut réussir à se vendre, et surtout à vendre une mécanique. Il y a des fois des auteurs, par exemple, qui partent dans des histoires complètes sur des thèmes et tout ça. C'est pas l'important. Je pense que c'est pas ça. L'important, c'est vraiment qu'il y ait une mécanique novatrice, et donc c'est ça qu'on veut voir mis en avant. Mais reste que la meilleure méthode, c'est quand même qu'on se voit quelque part en salon et qu'on joue. Et voilà, pour ça, il y a des endroits où nous rencontrer, où prendre rendez-vous. Ça, c'est quand même mieux. Ça, je le dis parce que, par exemple, à Essen ou au Festival de Cannes, il y a des gens à qui je dis non, je suis désolée, je ne peux pas vous voir parce que les rendez-vous ont déjà été pris. Donc ça, c'est peut-être une première démarche à faire, c'est prendre rendez-vous. Et pas prendre rendez-vous avec n'importe quel éditeur. C'est-à-dire que c'est quand même appréciable pour nous que quand un auteur vient nous voir, ils connaissent déjà un peu notre ligne éditoriale, et que donc ils ne viennent pas taper complètement à côté. Donc il faut savoir, le premier truc à faire, c'est d'aller, si on ne le connaît pas, sur le site de l'éditeur, éplucher un petit peu ce qu'il fait, pour nous, par exemple, le problème, ça peut être de faire attention entre les jeux qu'on distribue et les jeux qu'on édite, qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, voilà, il y a des articles sur notre site, on a mis un article pour expliquer, voilà, ça c'est ce qu'on édite, voilà notre ligne éditoriale.
Donc ça commence par un auteur qui arrive en sachant, bah oui, je connais Dynamique, je sais ce que vous faites, je pense que mon jeu peut rentrer dans telle gamme. Bon, voilà, on se dit qu'on est déjà sur des bonnes bases. Et puis si on voit après que l'auteur, il a mis son jeu à l'épreuve, qu'il est ouvert aussi, un auteur qui dit oui, alors bon, j'arrive, mon jeu il est comme ça, l'illustrateur c'est lui, et le thème ce sera ça. Il n'a pas compris notre métier, ça aussi, c'est comprendre ce que c'est que le métier d'éditeur et de distributeur avant de le rencontrer. Puis après, c'est déjà aussi. Après, il faut partir du principe qu'un éditeur n'a aucune imagination, donc il faut lui mâcher le travail. Ça, je pense que c'est très important, c'est-à-dire venir avec des suggestions de thèmes, des mécaniques alternatives. Nous, ça nous aide terriblement. Moi, j'achète une voiture en fait avec la clé de contact prête à démarrer. J'achète pas en fait une voiture en pièces détachées qu'on doit monter nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait du test et du réglage de jeu évidemment, mais on préfère avoir quelque chose d'assez abouti, même thématiquement parlant. Ça nous aide et ça permet d'aller plus vite et pas de se poser 25 000 questions. Les approches les uns des autres peuvent être différentes, mais voilà, on a une ligne éditoriale assez claire, des jeux assez simples. Voilà, il faut qu'ils marchent tout de suite. Les taxis de la main, ça s'est fait pourquoi? Parce que Jérémy Kaplan nous a livré un produit qu'on n'a quasiment pas retouché en fait. Après, on a trouvé le bon illustrateur, le bon partenariat. Mais ça peut aller très vite à cause de ça. Sans ça, ça risque de prendre un peu plus de temps. Moi, je peux parler peut-être rapidement de ma petite expérience, parce qu'avant de me lancer dans l'auto-édition, je cherchais à faire éditer mes jeux, enfin, en tout cas, les premières créations. Et du coup, pour Pièces Montées, c'était un peu particulier, parce qu'on a parlé tout à l'heure des concours et des trophées, mais Pièces Montées est né d'un appel d'offres lancé par Cocktail Game, justement, sur la thématique de la Tour Eiffel. Et du coup, c'était une forme de concours, on va dire. Et donc, Pièces Montées, avant d'être un jeu sur le thème de la pâtisserie, était sur la Tour Eiffel. Et du coup, là, la relation éditeur était dans le cadre de ce concours assez particulier. Après, pour d'autres créations, j'ai rencontré des éditeurs dans le cadre du Festival des Jeux de Cannes. Et effectivement, si on veut pouvoir voir quelqu'un, il faut aussi prendre à l'avance, il faut prendre des rendez-vous, et il faut y aller en effet avec quelque chose qui est prêt à être montré, quoi, qui soit... Après, graphiquement, effectivement, les thématiques peuvent changer tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'un truc avec juste écrit au crayon de papier sur des bouts de papier, ça peut quand même être plus difficile de passer la première étape de piquer l'intérêt de l'éditeur, on va dire. Bon, maintenant, moi, j'ai changé de voie et du coup, ça s'arrête là. Vraiment, je trouve que c'est vraiment important d'arriver, en fait, c'est juste être curieux et donc savoir dans quel monde on arrive et donc comment notre jeu, de savoir quels sont les interlocuteurs. Effectivement, sur ce que tu disais, effectivement, on va proposer un jeu pour enfants à tel éditeur, ou savoir à qui on parle et de savoir adapter ça. Je pense que c'est tellement un point important parce que des fois, il y a pas mal d'auteurs qui débarquent et qui, tout d'un coup, tous les éditeurs sont à la même enseigne. Et en fait, on ne va pas présenter, je sais pas, un texte pour Pomme d'Api il y a une ligne éditoriale. On a écrit un texte pour Pomme d'Api et tout d'un coup, on va le présenter à l'éditeur, on va le présenter à lui ou vice. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une ligne éditoriale, c'est important, il faut savoir son jeu. On ne va pas faire perdre de temps aux gens. Et donc, en fait, c'est hyper important d'arriver à identifier, de savoir comment le milieu vit et quels sont les éditeurs. Et ça, c'est vraiment parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont initialement un peu, qui sont déçus mais parce qu'en fait, ils n'ont pas assez observé. Je pense qu'il faut être très... il y a tellement maintenant d'endroits, que ce soit ici, que ce soit à Cannes, quand on voit le off, il y a énormément d'endroits pour rapidement être immergé, contrairement à Trick Track. Il y a énormément d'endroits pour savoir et connaître ce milieu-là. Donc, je pense que faut juste être curieux et d'identifier, contrairement à certains milieux, et c'est quand même encore une chance dans le jeu de société, contrairement à ce qui n'est pas du tout le cas dans le jeu vidéo, contrairement à certains milieux, le milieu de société est encore accessible. C'est-à-dire qu'il y a des endroits que je viens d'énumérer, c'est clairement, c'est facile. C'est assez facile en fait d'arriver rapidement à avoir un éditeur. En jeu vidéo, on peut avoir des jeux en 1, alors avant d'arriver à toucher quelqu'un qui peut peut-être regarder le projet, ça va mettre des années. Donc il faut être malin, je pense, et curieux. Je pense que c'est vraiment deux qualités importantes. Après, je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est pas parce qu'on n'a pas édité un jeu qu'on n'a pas le droit d'aller présenter un jeu à un éditeur.
Nous, on est du côté des sans grades plutôt que des officiers décorés, parce que on trouve qu'il y a vraiment une richesse en fait que certains auteurs en fait, enfin plus confirmés non plus, c'est-à-dire ils n'ont plus en fait la fraîcheur du premier regard, de la première idée, etc. que peut avoir un nouvel auteur. Et dans la gamme, je suis à peu près certain qu'on a édité, enfin 50% des jeux édités, c'est des premiers opus en fait, et ça c'est vraiment chouette en fait, et c'est ce qui nous plaît c'est comme les illustrateurs, avoir un illustrateur qui amène un regard neuf plutôt que de faire travailler toujours les mêmes, on préfère faire ça aussi en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est pas parce que vous avez un jeu qui a été jeté partout que vous ne pouvez pas nous le présenter. En fait, j'assume assez le statut de poubelle de l'édition française. Voilà, j'aime bien, j'aime bien des jeux en fait que les autres ne prendront pas le risque de le faire. En fait, ça c'est le genre de défi qui m'amuse. Et tu le fais bien? J'en sais rien. Paul, tu as une particularité, c'est que tu as auto-édité ton jeu. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là? Tu nous parlais effectivement de ce qui t'a mené vers ça. Et du coup, la relation auteur-éditeur a été vraiment bien. On s'entend très bien entre nous. Qu'est-ce qui a mené à ça? Eh bien, ça faisait quelques années que j'avais commencé à créer des jeux. Et ça me trottait dans la tête depuis un moment de me dire est-ce que j'éditerais pas moi-même un de mes jeux? Je pense que c'est un joueur masqué qui m'appelle. Il devait y avoir trop d'affluence sur le stand. Non, c'est pas celle-ci. Excusez-moi. Du coup, ouais, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de me lancer, peut-être éditer moi-même un de mes jeux, parce que j'avais envie aussi de pouvoir prendre les décisions sur tout le design du jeu, sur les choix graphiques, sur le choix du matériel, sur le choix de où il allait être fabriqué et comment. Et du coup, je m'étais dit aussi que peut-être que j'allais attendre d'avoir le jeu le plus adapté pour ça, et peut-être un jeu qui n'aurait pas trop de matériel, donc un projet plus facile à mener pour commencer. Et du coup, ça a commencé avec Pièce Montée, qui s'appelait à l'époque 1, 2, 3 Eiffel, quand Mathieu avait lancé un appel d'offres pour un jeu sur la Tour Eiffel. Et on s'était retrouvé une centaine de participants, et 1, 2, 3 Eiffel faisait partie des finalistes. Au final, n'a pas gagné. Et moi, j'avais déjà commencé à réfléchir à d'autres thématiques en me disant j'ai un petit jeu de cartes qui plaît bien, qui a sa petite originalité, et du coup, est-ce que ça serait pas le bon jeu pour se lancer? Et du coup, je me suis décidé dans la foulée, parce que suite à ça, j'ai présenté le jeu à des concours de création, justement, et où il a été primé 2 fois, et c'est le deuxième concours qui a fini de me décider en me disant le jeu plaît, j'ai des bons retours. C'est pas possible ça. C'est peut-être temps de décider de se lancer. Du coup, je me suis lancé là-dedans. J'ai rencontré en fait au Festival de Cannes en faisant jouer le proto, j'ai rencontré le joueur masqué comme ça en faisant jouer au prototype du jeu. Et du coup, je lui ai proposé dans la foulée d'illustrer le jeu. Et voilà, après ça a été tout le travail des illustrations qui a pris un petit peu de temps, et puis ensuite de chercher un fabricant, comment on allait le fabriquer et où. Et ensuite chercher un distributeur, ça on l'avait déjà fait parce que j'avais rencontré Olivier Depaille à Cannes, et du coup qui avait montré l'intérêt pour le jeu, et donc on savait qu'on a quelqu'un qui était prêt à distribuer le jeu, quoi. Avant de glisser vers la dernière thématique, je voudrais voir si vous avez en tête vraiment quelque chose à dire donc, aux auteurs pour vraiment éviter les écueils de la sélection très rapide et définitive de « Ah non, celui-là, je le regarde pas, ça ne m'intéresse absolument pas ». Au-delà du fait qu'il faut bien faire attention à votre ligne éditoriale, est-ce qu'il y a des petites choses qui sont absolument rédhibitoires? Je pense à envoyer un proto sans vous en parler avant, des choses comme ça. Pas de jeu sur le sport pour nous. Mais ça marche pas, quoi, le football. C'est vrai que c'est connu, ça marche jamais. Les jeux sur le sport, c'est un peu une belle fois. Il y aura sûrement un contre-exemple un jour, et on mettra cette vidéo et on passera pour des cons. Jusque-là, le sport, ça marche pas. Non, il y a aussi le jeu qui est une copie d'un autre. Des fois, c'est presque même que pas pareil. Donc ça, on passe vite à autre chose.
Il y a aussi des auteurs qui ne sont pas du tout ouverts à la discussion ou qui nous prennent vraiment, au bon sens, qui pensent que les éditeurs sont tous des cons. Donc, on a envie de leur donner raison. Pas plus de 2 pages de règles, éviter le mot point de victoire, parce que ça c'est rédhibitoire en fait, c'est éliminatoire. Voilà, enfin des trucs simples en fait, qu'un esprit simple puisse comprendre et jouer, ça c'est très important en fait en ce qui nous concerne. Ça, c'est des points qui vous concernent particulièrement, enfin, sur vos maisons d'édition respectives. C'est-à-dire qu'en termes de... Les gens intelligents, c'est pas chez non plus. On parlait tout à l'heure d'une proposition qui soit quand même assez clé en main, en tout cas chez toi Mathieu. Je pense que c'est pas le cas chez tous les éditeurs non plus. Je parlais même pas de Mathilde sur... On n'est pas les champions, ça c'est mal. Mais on aime bien être libre. Voilà. C'est-à-dire faire un jeu qu'on nous présente qui est sur le thème des canards, si j'ai envie de faire une poule, j'ai envie de pouvoir faire une poule. Après, d'autres éditeurs seront quand même déjà plus ouverts à des jeux qui sont peut-être moins finalisés que ce que vous attendez respectivement chez JMI et Gotham. Oui, ça se trouve pas. Je pense que Libellud va passer beaucoup plus de temps en développement que Mathieu et moi. Tu peux parler de ton expérience, Manu, sur ta historique? Oui. Mais effectivement, après, vu que Time Stories qui va sortir, ça fait quasi 4 ans et demi que je me suis mis à la table pour essayer de faire un jeu, et que la première fois que je l'ai présenté aux éditeurs, c'était carrément... Enfin, je pense que l'idée était là, mais c'était essentiellement l'idée, et qu'il a fallu, en passant par une molinette suisse bien connue, donc Gameworks, Sébastien Pochon, qui est un peu un horloger. Donc effectivement, il y a eu énormément de développement, donc ça a mis 4 ans, après ça a été les Space Cowboys. Du coup, tous les projets, par exemple Gameworks, je pense à RoboProd aussi, enfin, il y a pas mal d'éditeurs qui sont beaucoup plus attachés à développer, peut-être sur le long terme. C'est long, c'est douloureux, parce que c'est complexe, c'est hyper complexe, parce que c'est un rapport entre l'auteur et l'éditeur, effectivement, qui tient quoi, qui a le final cut, on va dire. Donc ça peut très bien se passer, et des fois ça peut très mal se passer aussi, je pense. C'est ce qui passait sous Time Stories, mais même s'il y a des moments où ça a été chaud, parce qu'évidemment c'est chaud, on a des points de vue différents, et il faut savoir écouter, il faut savoir se renvoyer la balle, il faut savoir argumenter. Donc il y a une espèce de combat comme ça qui est long et qui se passe chez les éditeurs. C'est possible. En revanche, je pense que c'est pas... Enfin, maintenant, en regardant, et je pense qu'effectivement, cette expérience du coup, qui parle là-dessus, après ces 4 ans et demi, je pense que c'était une très mauvaise idée de ma part de présenter le jeu dans l'état dans lequel il était initialement. Parce que, sur la présentation, quand je dis ma boîte, je me rappellerai toujours de cette pochon, c'est quoi, il y en avait partout, c'est pas clean, et c'est pas... du coup, il a vu l'idée parce qu'on se connaît, etc. Mais je pense que c'était quelqu'un qui débarquait, il l'aurait acheté tout de suite, il n'aurait pas entendu l'idée. Donc c'est encore une question de formulation, de finalisation du projet. On n'est pas obligé d'aller au bout, pas nécessairement avoir clé en main, mais au moins arriver à présenter au mieux l'idée. Moi j'étais beaucoup trop tôt. Donc ça a mis aussi, ces 4 ans de développement ont été très longs, ça a été très compliqué. Il y a des éditeurs qui peuvent le faire, mais tous les éditeurs ne peuvent pas le faire, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, et puis ils n'ont pas que ça à faire non plus. Donc ça arrive, mais il faut mieux quand même se dire en tant qu'auteur que si on présente quelque chose de pas nécessairement fini, mais au moins très arrêté et très concis, c'est mieux. C'est quasi capital en fait. Ouais, un peu dans le même ordre d'esprit, moi j'aurais réagi en disant qu'un conseil à donner aux auteurs, c'est ne courez pas après les éditeurs, courez après le bon jeu. Et que je vois beaucoup d'auteurs qui, sur les festivals, on voit de plus en plus de prototypes, les espaces création ont explosé ces dernières années. Je vois à Toulouse 50 tables d'auteurs et tout, c'est vraiment foisonnant, c'est super. Mais je vois aussi beaucoup d'auteurs qui font plein de prototypes et qui en fait ne prennent pas le temps d'aller au bout de chaque idée. Et pour moi, il y a une genre de course un peu à l'éditeur plutôt que de vraiment se concentrer sur
sur un jeu et en tirer tout le potentiel et l'amener vers le plus abouti. Et après, on peut faire le même constat du côté aussi de l'édition, où on voit une multiplication des sorties. Et du coup, là, je pense que ça peut être de se concentrer sur moins de projets et d'en tirer vraiment tout ce qui est en tiré, plutôt que de partir un peu dans tous les sens en disant il y en a bien qui va plaire à quelqu'un. Et surtout que si à un moment on a un bon jeu, il finira par trouver un visiteur, je pense. Voilà. Je vous lance sur la question de faut-il beaucoup faire tester ces jeux? C'est capital, c'est essentiel, c'est capital parce que c'est le seul retour qu'on peut avoir. C'est vraiment le seul retour et il ne faut pas hésiter, il n'y a que ça à faire. C'est-à-dire que le jeu de société aussi, ça serait sur l'itération, unitaire par rapport à un ressenti, ce qu'on peut faire passer, que ce soit sur le game flow, enfin sur le flow du jeu, sur comment ça se passe entre les gens, etc. Ça, on ne peut pas l'imaginer, Voilà. C'est-à-dire, oui, on peut l'imaginer, mais c'est peut-être complètement à côté de ce qui se passe. Et la seule case, c'est le playtest. C'est capital. Ouais, puis il y a des assos maintenant un peu partout en France, donc ça devient facile d'aller taper à la porte d'une asso et de rencontrer plein de gens qui vont dire attention, ça ressemble à ça, parce qu'on ne peut pas connaître tous les jeux qui existent, donc plus on le montre, plus on est sûr de ok, voilà, là j'ai vraiment quelque chose de particulier qui n'existe pas. C'est aussi le moment de rester ouvert à peut-être des changements, des mises au point, parce que sinon, une fois passé chez l'éditeur, le proto-nous, on va l'envoyer en test, et là il risque d'être un peu torturé, et c'est dommage s'il y a un bug qui n'a pas été vu, que ce soit à ce moment-là, au moment où il est chez l'éditeur, il vaut mieux l'avoir vu avant, avoir pu corriger, avant de l'envoyer. Donc oui, c'est le plus important. Moi j'ai un peu un avis contradictoire. Sur les parties games, c'est pas la peine d'aller faire des dizaines de tests, etc. Ce qui prime, c'est l'idée. Et sur les jeux qu'on a édités, c'est malheureux à dire, mais ceux qu'on a le moins développés sont ceux qui marchent le mieux, en fait. Alors, je ne fais pas une règle générale. Voilà, il y a même certains jeux auxquels j'ai jamais joué, en fait, qui sont des vrais succès commerciaux, en fait. Donc, je me demande même si je devrais jouer à tous les jeux, en fait, parce que... Donc, avant de passer aux questions du public, on va aborder notre troisième thème, qui est la question du financement participatif, donc le fameux crowdfunding. Paul, tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Je peux parler de ma petite expérience du financement participatif. Nous, pour Pièce Montée, quand je me suis décidé à me lancer dans l'édition du jeu, je me suis dit que j'allais faire un système de précommande. Donc c'est là où je veux dire que c'est une petite expérience parce que ça n'a rien à voir avec les très gros projets qu'on peut voir de nos jours. Moi, l'idée, c'était plutôt de faire un petit test et de ne pas tout mettre de ma poche dans l'édition du jeu, donc on va dire de compléter mon budget d'édition. Et du coup, on a fait une campagne sur la plateforme Ulule, genre 3 ou 4 mois avant la sortie du jeu, pendant un mois la campagne, pour essayer de récolter. On a mis un objectif de 1 600 €, qui était un objectif assez faible au vu d'autres projets qui pouvaient passer, puis surtout au vu de ce qui se fait maintenant. Enfin, même c'est ridicule, on va dire. Mais l'idée, c'était avant tout de faire. Moi, je voyais plutôt comme des précommandes, c'est-à-dire qu'on a fait 2 000 € sur les 1 600 qu'on avait demandé, sans faire quasiment aucune campagne pendant le truc, c'est-à-dire qu'on a ouvert, on a passé à notre réseau toute l'info, mais derrière on n'a pas cherché à le développer plus que ça. Et je dirais que sur les 2 000 € qu'on a récoltés, 90% venaient du réseau proche, famille, amis, puis ensuite toutes les personnes qui avaient joué au prototype sur les concours de création, pendant les 2 ans et demi pendant les 2 ans où j'ai fait des festivals avec le proto, où là j'avais pris des contacts avec des gens, je leur ai passé l'info, mais après je dirais il y a eu peut-être 4-5 personnes qui ne connaissaient le jeu ni d'Ève ni d'Adam qui l'ont précommandé. Donc comparé à ce qui se fait maintenant, ça n'a pas grand-chose à voir. Maintenant je vais donner plutôt mon avis sur la chose, parce que là c'était mon expérience, et je suis assez partagé. Je dirais que l'idée d'origine de ces plateformes était de permettre à des projets indépendants et qui n'avaient pas peu de moyens d'émerger de façon sans passer par la case banque ou sans passer par la recherche de financement autre. Et du coup, l'idée est plutôt intéressante. Il y a encore des projets qui répondent à ce que je viens de décrire, mais on en voit aussi beaucoup maintenant où on a des éditeurs qui ont pignon sur rue et qui ont
qui ont tout à fait les moyens d'éditer par eux-mêmes les jeux qui vont passer par des plateformes de financement. Donc ça, c'est la première chose, c'est plus que le côté indépendant. Maintenant, il y a des entreprises bien installées qui le font, donc on n'est plus sur l'idée d'origine par rapport à ça. Et la deuxième chose pour moi, c'est j'y vois une genre de bulle. Quand on voit des projets qui récoltent des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars, alors je ne vais pas tous les mettre dans le même sac, hein, parce qu'on peut faire des cas particuliers, mais des jeux qui apparaissent comme ça et qui n'ont jamais fait festival, qui n'ont jamais été joués et qui vont juste être lancés à grand renfort de trailers, de vidéos et de superbes images. Et vous allez voir un effet d'emballement de neige, tout le monde va commander parce qu'il voit des super figurines en plastique, etc. etc. Et d'un coup, on arrive à des montants énormissimes, alors que quasiment 90% des gens qui ont commandé le jeu n'y ont jamais joué et ne voient pas du tout en quoi ça consiste. Pour moi, il y a une bulle qui se crée parce qu'on crée une attente énorme avec des visuels, avec des vidéos. Et derrière, pour moi, je trouve que c'est quasiment impossible que le jeu, au moment où il va arriver, arrive à atteindre les attentes qui ont été créées par toute cette communication. D'autant plus qu'on a un décalage entre le moment où on va précommander et le moment où on va recevoir. Donc moi c'est là-dessus, je pense qu'il y a une genre de bulle où on vend un peu du vent avec ces plateformes-là. Après, continue à avoir des petits projets indépendants pour lesquels je trouve que ça a son sens. Donc voilà mon avis sur la chose. Moi je vois plusieurs aspects. Je me dis que pour un auteur, il vaut peut-être mieux faire ça que de se lancer éditeur et avoir 20 000 boîtes dans son garage. C'est quand même plus prudent, même si je pense que quand même la première chose à faire, c'est d'aller voir des éditeurs dont c'est le métier, sauf à vouloir monter son entreprise, enfin bon, voilà. Après, en tant qu'éditeur, j'y vois pas vraiment d'intérêt. J'y vois d'intérêt que pour un projet qui serait pas éditable en fait. Quand je vois des projets avec d'énormes figurines qu'on pourrait pas faire, c'est une sorte de précommande pour un produit très particulier qui ne se vendrait pas autrement, pourquoi pas. Et puis la dernière chose, c'est que je pense aux boutiques. Et qu'il y a un moment donné, ça va leur faire du mal. Et que voilà, nous, c'est notre cœur de métier, et que du coup, je suis un peu partagée sur le sujet. Pas mieux. Je suis d'accord avec Paul, je pense qu'il a très bien résumé la situation. Donc il s'agirait plutôt d'un complément sur une édition, en tout cas pour ton expérience, Paul, plutôt que lancer quelque chose entièrement sur un Kickstarter ou un Ulule. Après, moi je pense très concrètement, si là on a notre premier jeu qui est édité, on a un deuxième qui est en phase de réglage et qui pourrait être prêt à être édité, on va dire, dans l'année à venir, dans les 10 mois à venir. Le fait est que je pense qu'on ne cherchera jamais à financer notre jeu sur une plateforme d'une autre façon que des précommandes. C'est-à-dire pour moi, je vois un intérêt aux précommandes, des gens qui ont joué au jeu, des gens qui croient au projet, tout ça, mais chercher à vendre mon jeu à plein de personnes qui ne connaissent pas le projet, qui ne connaissent pas le jeu, juste par la communication, pour moi, je vends du vent et c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc on va passer aux questions du public. Oui, bonsoir. Moi, c'était par rapport au dernier sujet. J'ai un peu senti une peur que, par rapport à ces petits auto-éditeurs, on va dire, j'ai l'impression que ça cachait une peur de je veux faire financer quelque chose qui existe, que les gens ont essayé, et que ces grosses, on va dire des grosses usines à gaz vendent des jeux injouables, et que finalement les gens s'aperçoivent qu'ils ont acheté de la grosse figurine, ils ont acheté des jeux, ça a généré beaucoup de sous, et que finalement ils sont déçus derrière par rapport à l'attente, et qu'un jour ça s'éteigne. Est-ce que c'est pas de la peur que ça s'éteigne, plutôt que de dire je vends du vent La peur que quoi s'éteigne, moi je mise pas du tout sur ces plateformes pour développer mon activité et donc j'ai pas spécialement d'attente par rapport à ça. J'avais vraiment hésité entre passer sur Ulule et entre faire tout simplement des précommandes à l'ancienne
Et je crois que je repense vraiment à cette idée de refaire de la précommande à l'ancienne, dans la mesure où nous on fait énormément de festivals et pour présenter la pièce montée, on serait plutôt dans l'idée de proposer le prochain jeu avec des précommandes à l'ancienne plutôt que de chercher à le mettre sur une plateforme comme ça, quoi. Après, je pense aussi que c'est très lié à quelque chose de très personnel qui est éditer mon jeu, d'accord, derrière il y a une entreprise, effectivement j'ai des boîtes où je les vends, mais chercher à les vendre à tout prix de façon très virtuelle, uniquement par de la com et du marketing, j'y vois pas d'intérêt. Je vais revenir sur l'expérience que Paul et Mathieu ont partagée. Lorsque Mathieu a lancé le retour sur le track de Tour Eiffel, il y a eu une centaine de jeux qui ont été créés. Je ne referai plus jamais ça. Parmi les créateurs, j'en ai envoyé 3, c'était une très bonne expérience. Tu avais mesuré les éléments, donc tu avais, comme Manuel le disait, tu avais défini les règles du jeu, qui nous avait imposé un certain nombre de choses. Est-ce que tu en as retiré quelque chose? Pour Paul, on voit bien ce qui vient d'arriver, mais est-ce que toi, tu en as aussi ramené des jeux? Est-ce que tu as eu des contacts avec des auteurs? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont créées? Et est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise expérience? Parce que je pense que ça t'a demandé un certain travail. Alors, ça a été énormément de travail. Le problème, c'est que c'était complètement monotone. Et donc, il y a une espèce de lassitude, en fait, dans les tests. Alors déjà, on n'a pas demandé aux auteurs de fabriquer les prototypes, ce qui était une immense erreur. Parce qu'on a dû fabriquer tous ces prototypes, on a joué vraiment à tous les jeux et on a essayé de donner un peu de retour en fait comme on pouvait au fur et à mesure en fait de la chose. Ça a débouché en fait sur donc une sélection finale d'une dizaine de jeux et des choses qui ont été transformées au passage. Ton jeu, le petit pousset qu'on avait sélectionné, qui est parti en fait, chez l'IBU. Et celui-là, en fait, on aurait bien aimé l'avoir, mais enfin, ça s'est fait trop tardivement. Et enfin, le jeu de Jérémy Kaplan. Que j'ai bien aimé, mais que je n'ai pas osé faire parce que je trouvais qu'il y avait, que j'avais sélectionné finalement, parce qu'il y avait une proximité avec Timeline qui était un peu gênante en fait. On n'était pas exactement sur le même jeu. Voilà, alors j'ai un peu rendu l'appareil à Jérémy sans le vouloir en éditant les Taxis de la Marne quelques années après, même si c'est pas lié. Voilà, mais si je devais refaire ça, je pense que je ne serais pas aussi restrictif dans le thème. Et je serais plus généraliste peut-être sur une mécanique ou quelque chose comme ça, et je demanderais surtout aux gens, parce que je ne pensais pas que ça aurait en fait un tel retentissement en fait, de fabriquer les prototypes de manière à ce qu'on puisse directement les jouer. On a passé des journées entières en fait, à découper des cartes, etc. Il y a eu des très chouettes projets dans le truc, ça a vraiment en fait, déclenché des beaux projets. Voilà, je regrette juste de ne pas être allé jusqu'au bout du truc et de ne pas avoir, entre guillemets, fait, parce que je reste toujours convaincu qu'un chouette jeu sur la Tour Eiffel, commercialement parlant, il y a des choses à faire. Alors après, il faut peut-être qu'on oriente ça. Voilà, j'ai assez envie de faire, j'aime bien faire des jeux qui ne soient pas trop consensuels et un peu impertinents, en fait. Donc peut-être qu'un jour, je lancerai un appel à idées là-dessus. Mais là, et puis le monothème, c'était vraiment dur, en fait. Voilà. Moi, ce serait surtout pour savoir, pour les prototypes, s'il faut les faire protéger avant de les faire tester. En fait, je pense que la meilleure protection, c'est de les faire jouer. Parce que vous pouvez déposer une enveloppe solo, mais honnêtement, des cas de vol de jeu, voilà, si vous le faites jouer, tout le monde le sait. Ça pose un peu de soucis. Voilà, c'est un tout petit secteur d'activité où, avec les réseaux sociaux, ça peut communiquer très vite. Nous, ça ne nous gênerait pas l'idée d'emprunter un bout d'idée à quelqu'un. En fait. Et la meilleure protection, c'est ouvrir un sujet sur un forum, sur TrickTrack, sur discussion sur la création, où vous mettez votre règle de jeu et déjà, là, vous avez en fait une preuve d'antériorité. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous adresser à la Société des gens de lettres. Normalement, c'est pour des manuscrits, en fait, pour des pièces de théâtre ou autres. C'est pas très coûteux. Il y a également l'enveloppe solo.
On est dans un petit secteur, il n'y a pas trop de voyous, et les voyous sont assez rapidement identifiés, je dirais. En fait, quelqu'un qui pique un jeu, ça se sait, en fait. Hein, voilà, je parle pour la France, je ne parle pas pour l'export, ou voilà, si vous commencez à le montrer un peu à l'étranger, vous faites des démarches internationales, ça vaut peut-être le coup de faire des démarches de protection un peu poussées. Même si le voleur est identifié, peu importe, mais au final, quelle est la démarche en Belgique si on se fait sur une idée? Et ben voilà, après il faut prendre un avocat et puis attaquer en fait l'éditeur concerné si ça arrive. Ça vous est arrivé? Non, du tout, je pose la question. D'accord. La première chose quand même, c'est d'en parler à l'éditeur avant de balancer des avocats et compagnie pour être sûr le jeu. On est quand même, voilà, c'est ce qu'on dit, on est un petit milieu, on est des gens humains, et il y a des fois, on a vu des cas où un auteur pensait, s'est fait spoiler, mais en fait, il y a des fois, il y a deux idées qui apparaissent en même temps, et c'est pas de bol, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, voilà, la première chose à faire, ce serait de prendre contact avec l'éditeur et d'en discuter avant les avocats. Merci. Vous parlez de l'enveloppe solo et faire jouer les concours, pour le coup, concours et trophées sont aussi une façon de faire connaître le jeu, de faire connaître la provenance du jeu et l'auteur du jeu. D'autres questions? Vous dites qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont édités. Est-ce que vous pensez pas qu'on peut attendre un moment critique où il y a une fuite en avant et une croissance plus importante de l'offre que de la demande et que ça pourrait mettre en danger un peu cette maison? Alors, on marche complètement sur la tête en ce moment. Hein. Je crois que tout le monde en est conscient, tout le monde contribue à la surenchère générale, les auteurs proposent plein de jeux, les éditeurs sortent des jeux à foison, on contribue à la surenchère générale, on sort de nouveaux jeux par an. Voilà, je pense que ça va se calmer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la bulle va exploser, il y a beaucoup trop de jeux, les boutiques de jeux n'arrivent plus à absorber en fait, toutes les nouveautés en fait, qui sortent. Voilà, et alors il y a un autre phénomène, c'est que la France est un marché entre guillemets à marge, pour les éditeurs, et ça les Allemands ont bien compris parce qu'ils ne gagnent pas un sou en fait, dans leur pays et commencent en fait, on a de plus en plus d'imports avec des localisations en français, etc. Donc voilà, oui, c'est dément en ce moment en fait. Hein. C'est dément, mais en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je trouve que le plaisir pour moi c'est toujours le jeu d'après. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu part en fabrication, enfin c'est pas que je m'en fous, mais pas loin en fait. Hein, voilà, et c'est vraiment, enfin c'est ça le plaisir, c'est voilà, c'est trouver le jeu, c'est le signer, c'est le développer, et puis après il fait sa carrière commerciale en fait. Voilà. Du coup, moi j'ai tout à fait le même constat sur l'emballement, sur le côté qu'il y a beaucoup trop de jeux qui sortent et du coup les boutiques ont de plus en plus de mal à suivre. Et je crois aussi du coup il y a plein de bons jeux qui sont envoyés dans la masse de jeux moins bons. Et moi en tant qu'auto-éditeur, le constat c'est que c'est, je pense, beaucoup plus dur de s'auto-éditer maintenant que ça l'était il y a quelques années. Et sans vouloir décourager les gens qui y pensent, nous, le constat, après un an de la sortie du jeu, le jeu plaît énormément sur les festivals, on a des très bons retours, on est très contents. Mais ce qu'on voit, c'est que pour exister dans les boutiques, face à ce flot et à plein d'éditeurs beaucoup plus importants, et on a vu apparaître d'ailleurs beaucoup de nouvelles sociétés, et on voit qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le monde du jeu qu'il y a quelques années. Et très clairement, pour un jeu, ça devient beaucoup plus difficile d'exister en boutique. Moi, je pense qu'effectivement, pour ceux qui réfléchissent à l'auto-édition, il vaut mieux y réfléchir à deux fois ou vraiment penser à des modèles alternatifs. Alors après, les auteurs qui cherchent des éditeurs, voilà, c'est autre chose, mais si on veut vraiment s'auto-éditer, je dirais, ne cherchez pas à faire comme font les autres, parce que si vous le faites avec vos petits moyens, parce que le marché du jeu est devenu ultra concurrentiel et devenu vraiment a beaucoup évolué. Et nous, par exemple, on réfléchit à orienter notre façon de faire pour ne pas chercher à faire comme font les gros, mais avec nos petits moyens. Et donc voilà,
on réfléchit à des pistes alternatives sur comment continuer à éditer nos créations et nos jeux sans chercher à se battre forcément dans un marché qui est devenu voilà, très difficile, je pense. Juste, vous avez dit que c'était un cher marché en France. C'est parce que les boîtes sont plus chères? C'est parce que les Allemands cassent leur prix. C'est différent. Nous, on a encore un marché où chacun gagne sa vie. En Allemagne, on ne sait pas, d'ailleurs, ils ne survivent pas. Il n'y a plus de boutiques. Ils ont un peu tué leur marché avec justement cette offre pléthorique et puis ces prix complètement cassés. On le voit à chaque fois sur les sites des siens. Ils s'en vendent 300 000, mais il est vendu deux fois moins cher que ce qu'il devrait. Donc après il est mort. Voilà, on aimerait bien en France éviter de faire pareil. Donc pour le moment, effectivement, les Allemands ont bien vu que oui, chez nous, on vend encore des jeux à un prix qui permet à tout le monde de survivre. Oui, pour compléter le rapport éditeur-auteur, c'est quoi? C'est les droits d'auteur? Comment ça se passe? Oui. Oui, en général, en fait, généralement, c'est toujours comme ça. C'est un contrat de base de royalties. Donc les royalties doivent être calculées soit sur le chiffre d'affaires hors taxe facturé, soit sur le prix de vente public. Donc évidemment, le montant n'est pas le même. Elle peut être évolutive ou pas. Vous pouvez avoir un contrat en France ou sur plus de pays. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, en fait. Non, en gros, ça... Oui, je voulais juste rebondir justement sur le fait que certains éditeurs inondent un peu le marché avec beaucoup de nouveautés par mois. Et du coup, les éditeurs qui n'étaient pas dans cet état d'esprit à la base, est-ce que du coup, ils se sentent un peu obligés de sortir aussi plus de nouveautés par mois que leurs habitudes des années précédentes, parce que justement les boutiques ont tellement de nouveautés que vos jeux qui sortent habituellement et qui restent 6 mois ou 1 an en magasin, du coup de fait ne restent plus aussi longtemps qu'avant. Du coup vous êtes obligé de faire plus de nouveautés qu'avant. Est-ce que c'est du coup les éditeurs qui inondent un peu le marché, qui forcent aussi les éditeurs qui ne sont pas trop dans cet état d'esprit à faire un peu plus de nouveautés que d'habitude, quoi? Alors, moi j'ai un comportement très perso là-dessus, parce que ce que font les autres, je m'en cogne un peu pour être très honnête. J'ai la chance en fait d'avoir des produits où il y a une gamme, et étonnamment, en fait, la boîte métal prolonge la durée de vie des produits. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais on a des produits qui durent plus longtemps. On a ce que j'appelle des long sellers, parce que c'est ce que je recherche. Les best sellers c'est bien, mais les long sellers c'est encore mieux. Après c'est une prise de risque. Voilà, j'ai un jeu sur 5 qui ne marche pas, donc je reste dans ce ratio, ça va. Mais je ne cherche pas à faire des jeux pour faire des jeux. C'est parce qu'à chaque fois, quand je signe un jeu, j'ai le sentiment que c'est le meilleur que j'ai jamais fait jusque-là. Et j'essaie de me donner les moyens pour qu'il fonctionne, en fait. Les optiques peuvent être différentes. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que comme c'est un milieu qui se démocratise, et comme on l'a dit, il y a aussi plus d'auteurs. Il y a aussi plus de rencontres, plus de manifestations, ce qui fait qu'on reçoit aussi plus de propositions et que donc, un peu statistiquement, on tombe plus souvent sur des jeux qui nous bottent. Il n'empêche que nous, on n'a pas cette volonté de faire beaucoup de jeux, au contraire, on freine plutôt, parce qu'il faut quand même savoir que les éditeurs et non mais c'est en distribution, je m'en fous et tout. Mais éditer un jeu, c'est un risque financier, donc on ne sort pas un jeu si on n'y croit pas vraiment. Alors oui, comme Mathieu, nous aussi, on se lourde et voilà, ça arrive, mais à chaque fois quand on sort un jeu, on espère qu'il va se vendre et qu'il va se vendre longtemps. Jamais on se dit, ouais, de toute façon, celui-là, dans 6 mois, on n'en parle plus, sinon on le fera pas. Mais il reste quand même la réalité que dans une boutique qui a un rayonnage de telle taille, si un éditeur si un éditeur sort une nouveauté, du coup la boutique doit faire des choix à un moment donné sur ce qu'elle garde ou pas en rayon. Et du coup, vous en tant qu'éditeur,
auteurs, vous ne ressentez pas un impact là-dessus sur le fait que des jeux auxquels vous croyez et qui ont été bien développés, mais qui peuvent du coup de fait être enlevés par les boutiques un peu prématurément par rapport à ce qu'ils auraient dû. Juste par manque de place. La boutique, elle garde quand même les jeux qui marchent. Donc voilà, elle ne va pas mettre à la porte un bon jeu qui se vend. À partir de là, voilà, on essaie tous d'être à cette place-là, à la place de l'endroit dans l'étalage où non, là, celui-là, il ne va pas l'enlever parce qu'il n'en vend pas. Il y en a ceux qui se vendraient moyennement et qui resteraient d'habitude un peu plus longtemps que. Voilà, c'est là où les moyens, il reste moins longtemps. Voilà, ça force à toujours viser une qualité. C'est une question de durée aussi. Maintenant, un jeu a beaucoup moins de temps pour faire sa place en boutique. Donc, voilà, la chance est beaucoup plus courte. Avant, les boutiques pouvaient se permettre de garder les gens plus longtemps. Voilà, mais maintenant, gérer un jeu avec une période plus courte pour faire sa place et puis s'installer en boutique, quoi. Après, on voit des éditeurs aussi qui, bien que le modèle dominant semble être d'augmenter un peu le nombre de sorties en espérant que dans le lot il y en ait pas mal qui marchent. Donc il y avait un peu la métaphore du pêcheur, j'en vois plein de lignes et j'espère qu'il y en a une qui vendra bien. On voit aussi quelques éditeurs qui font des choix inverses ou qui revoient leur façon de fonctionner. Et on a parlé d'Ibelu tout à l'heure, ils sortent beaucoup moins de jeux. Il y a une époque, ils avaient pas mal de sorties annuelles, ils ont réduit le rythme et ils prennent plus de temps à développer les jeux, donc ils misent vraiment davantage sur chaque jeu. Et en se disant, on sort moins de jeux, mais on va sortir un jeu où on est convaincu qu'il va très bien marcher, quoi. Après, ça n'empêche pas qu'on peut se planter aussi, mais quand on a une équipe derrière et puis les moyens de Libellule, après. Oui, je disais, encore faut-il le pouvoir, que les choses dont tu parles, et notamment la société Libellule, je fais le même rapport avec la société des Hommes Wonder, sont des éditeurs qui ont commencé avec ce qu'on appelle des locomotives, c'est-à-dire des jeux qui ont très 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 bien fonctionné. Ce qui donne à l'entreprise en fait une espèce de solidité qui n'est pas la même chose quand je veux dire des jeux comme ça, ils en sortent un tous les 10 ans. Donc il faut avoir la chance, parce qu'évidemment, s'il y avait une recette pour faire ça, tout le monde se précipiterait pour le faire. D'autres sociétés qui ne possèdent pas de locomotive aussi importante qui assure des revenus réguliers sont obligés de pratiquer la pêche à la ligne un petit peu plus parce qu'il n'y a pas le choix. Sinon, j'en profite que j'ai le micro, je passe, parce qu'il y a un sujet qui n'a pas été abordé dans la relation auteur-éditeur. Moi, ça fait des années que je travaille dans ce milieu, je m'entends beaucoup parler, je voudrais savoir est-ce qu'il faut coucher ou pas. Parce que je ne voudrais pas que ce soit Mathieu Lédoux qui répond. Donc, par rapport justement à la relation auteur-éditeur, est-ce qu'il y a un après, une fois que le jeu est édité? Est-ce que vous avez des exigences? Est-ce qu'il y a un après? Est-ce qu'on se voit toujours? Ouais, est-ce que la relation s'arrête là, précisément Oui, on vous rappelle. Au bout de 3 jours, on rappelle. Donc oui, alors après, chaque éditeur, je pense que c'est un peu assez mode, c'est aussi une question un peu humaine de la relation que vous allez avoir avec votre chef de projet et puis sur votre relationnel. À vous, il y a des auteurs qu'on a plus ou moins envie de rappeler après, parce que c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins facile, mais voilà. Mais est-ce qu'on nous demande d'être présent à des conférences, à des choses comme ça? Non, vous êtes libre après, vous êtes payé en royalties, donc plus votre jeu, vous en faites la promotion, plus vous allez avoir de sous, c'est aussi dit comme ça. Mais avant ça, quand même, je tiens à dire que vous êtes aussi emmené avec nous dans le processus de cet illustrateur-là, on va vous faire relire la règle de jeu pour que voilà, ça aussi vous êtes acteur avec nous, et puis après, c'est votre liberté. Il y a des auteurs qui ont du temps et qui ont l'envie et puis qui ont le caractère, parce que c'est pas évident d'aller dans un festival et de présenter les jeux. Être animateur, c'est un métier, et voilà, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des auteurs qui sont très discrets, qu'on ne voit jamais, et puis il y a des auteurs qui sont dans tous les festivals et qui adorent présenter leur jeu. C'est aussi une question d'envie, complètement. Mais ça, ce sera jamais contractuel. Vous êtes obligé d'aller à tous les festivals et tout ça. Non. D'accord.
Je voulais juste rebondir par rapport à ça, en tant que je suis responsable de l'événementiel pour Asmodée. Donc du côté plutôt distributeur, plutôt qu'éditeur. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, même après l'édition du jeu, le but pour tout le monde, c'est que le jeu trouve son succès le plus de succès possible. Donc on va le faire tourner avec nos réseaux d'animateurs sur les festivals, et on va le faire vivre le maximum possible. Alors c'est vrai qu'après il y a beaucoup de sorties, donc on fait ce qu'on peut avec des nouveautés pour les défendre aussi, mais les jeux ont une durée de vie, on essaie d'allonger au maximum la durée de vie d'un jeu. Oui, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de prise de risque de l'éditeur, voilà, quand il édite un jeu. Et justement, je voulais savoir par rapport à cette prise de risque, est-ce qu'il y a des critères, entre guillemets, qui vont faire qu'au-delà de la jouabilité, de l'originalité du mécanisme, si ça nécessite un peu plus de matériel, ou si c'est un jeu qui a une durée plus longue, etc., ça peut être aussi des critères un peu répétitoires pour les jeux. Oui, complètement. Nous, on a eu l'exemple cette année, on est tombé sur un prototype qu'on a adoré. Et puis, on a senti qu'au niveau de fabrication, ce serait un peu compliqué. Pourtant, on aime bien quand c'est un peu compliqué, mais bon. On a senti que voilà, il fallait attendre un peu. On a demandé à l'auteur d'avoir un petit peu de temps pour faire des devis des fabricants, des choses comme ça. Et en fait, au bout de 6 mois d'aller-retour avec les fabricants, on a fait tout ce qu'on a pu, en gros, et on a avancé. Et on trouve le jeu super, mais c'est la première fois que là, on renonce parce qu'en fait, le jeu, pour nous, il devait, vu la cible, vu la durée, enfin voilà, vu les paramètres, il devait coûter pas plus de 20 € en public. Et puis là, on est arrivé à 40, et donc c'était juste pas possible. Donc oui, le matériel, c'est important. Et par exemple, on ne se rend pas forcément compte, mais un dé, c'est très cher. Un dé personnalisé, c'est-à-dire pas avec juste le chiffre jusqu'au 6, c'est très cher. Donc quand on voit un proto arriver avec 60 dés, on commence à serrer les fesses. Il faut faire attention, oui, éventuellement ça, mais ça ne doit pas arrêter votre créativité, parce que du coup, le boulot de l'auteur, c'est de créer. Donc vous ne mettez pas forcément non plus trop de barrières, allez-y, après c'est le boulot de l'éditeur un peu de se démerder, tout en restant raisonnable. Et nous, systématiquement, on applique des cures de minceur en fait, aux jeux de société, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un jeu de plateau, et puis le jeu de plateau, en fait, il reste des cartes et des pions et un sablier, et en fait, les pions sautent, le sablier saute, et de temps en temps, les cartes sautent, en fait. Moi, j'aimerais juste apporter un complément à ce qui a été dit, parce que les vrais héros du secteur du jeu de société, ce sont les magasins. Ce sont les magasins parce qu'on peut sortir le meilleur jeu de la planète, si les magasins n'adhèrent pas, ils ne le vendent pas, ça ne touche pas le public, ce sont eux. Et pour les auteurs de jeux, ceux qui peuvent vous apporter énormément de réponses à toutes vos questions, c'est commencer d'abord aussi par aller voir votre boutique spécialisée. Ils connaissent énormément de jeux, ils connaissent toutes les maisons d'édition, ils pourront vous dire, tiens, votre jeu, il va plutôt chez Mathilde, chez Géliani ou chez Mathieu. N'hésitez pas à aller voir les boutiques proches de chez vous, ils auront énormément de réponses. Énormément de réponses à toutes vos questions. Un petit questionnement sur ce qui pourrait, à première écoute, paraître contradictoire, et comment du coup concilier tout ça. On encourage la créativité des auteurs qui se multiplient, qui ont de plus en plus d'occasions par le concours de se présenter leurs jeux. On vient aussi de dire, bah oui, des jeux, il y en a de plus en plus. Alors on peut aussi voir que côté peut-être joueur, ça permet d'avoir un panel et une offre de plus en plus pléthorique, et donc de trouver de plus en plus chaussures ludiques à son pied. Donc comment concilier ces deux aspects a priori contradictoires, de dire oui, il y a de plus en plus d'auteurs, il y a de plus en plus d'imagination, il y a de plus en plus de créativité, et c'est très bien, mais il y a de plus en plus de jeux, il y en a trop, mais qui est-ce qui va dire toi, arrête-toi, et puis toi, continue dans cette voie, et en même temps trouver des chemins alternatifs, et du coup se dire, ah bah oui, mais alors il y en a qui ont réussi à trouver le chemin du financement participatif, et ils ont suffisamment de succès pour quand même continuer, et donc on va leur dire, bah non, arrête, parce que c'était plus pour toi, normalement c'était pour les petites structures. Enfin voilà, ça fait beaucoup, je me pose la question, ça fait beaucoup d'éléments qui pourraient paraître contradictoires, et qui va dire, bah toi commence, toi continue, non, il y a trop d'auteurs, t'es arrivé trop tard, tant pis pour toi.
Enfin, c'est difficile de mener tout ça de front et comment vous allez, ou comment y répondriez-vous là ce soir? Faut pas que t'écrives des règles chez vous, en fait. Si c'est pas clair, je formule, je recommence. Et oui, c'est compliqué. Et en fait, nous, on se pose pas tant de questions. On est un peu bené peut-être là-dessus, mais on laisse un peu les choses aller. Et puis à chaque fois, un nouveau jeu, c'est juste une rencontre au bon moment. C'est un peu comme une histoire de l'amour. Mais il n'y a toujours pas de boucherie. Mais c'est ça, on a trouvé le bon jeu, c'est le moment pour nous, on y croit assez, on a les moyens de le faire, on pense qu'il est dans la bonne gamme de prix, on pense qu'il y a une ouverture aujourd'hui pour ça parce qu'il y a des modes aussi, parce qu'il y a des prix paliers à des moments. Voilà, en ce moment, si on est joué à 50 €, c'est peut-être plus délicat qu'il y a 5 ans. Enfin voilà, c'est juste le bon jeu au bon moment. Le comportement des boutiques est très paradoxal parce que la première remarque, c'est de dire il y a beaucoup trop de jeux, et vient juste derrière, qu'est-ce que tu as comme nouveauté en fait. Et c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que la nouveauté fait entrer les gens dans les magasins en fait, et paradoxalement, il y a effectivement elles ne peuvent pas absorber autant de jeux en fait que l'offre est très supérieure à la demande. Après, c'est quand même aussi, on ne peut pas non plus, c'est clair, on ne pourra pas l'arrêter, et puis c'est peut-être le marché qui dira à un moment donné, mais il y a aussi quand même là-dessous, ça signifie que le jeu atteint aussi un niveau de proposition aussi fort que tous les autres objets culturels. C'est-à-dire que ce soit la BD, que ce soit le cinoche, que ce soit c'est pléthore de propositions. Et donc, par rapport aux années 70, où effectivement, c'était quoi la référence? Jeux de société, on connaissait 2-3, il y avait beaucoup moins de création. Là, on arrive à un niveau, alors effectivement, peut-être qu'à un moment ça va chuter, etc., mais ça n'empêchera pas que le jeu de société arrive quand même à un âge d'or. Et on peut être aussi satisfait de ça. Effectivement, peut-être que le marché, à un moment donné, va sanctionner, mais on ne peut pas. Je pense que personne n'arrêtera parce que qu'il y ait des velléités de création, c'est quand même la chose la plus incroyable qui puisse arriver dans le jeu de société face à 25 ans quand le jeu vidéo arrive. Et quand il y a maintenant le jeu de société va se prendre une rousse et puis on n'en parlera plus. Eh ben non. Et donc, oui, effectivement, peut-être qu'il y a trop, mais je pense que personne à aucun moment pourra arrêter ça parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie de ça. Donc c'est comme si on disait il y a beaucoup de gens qui ont envie de devenir comédiens, il n'y en a pas beaucoup qui le sont au final. Ça n'a pas empêché qu'il y ait encore des films, qu'il y ait encore du théâtre, qu'il y ait encore des choses comme ça. Donc après, je pense que pour le secteur aussi, pour la reconnaissance culturelle de ce qu'est le jeu de société, je pense que c'est quand même un bien. Il ne faut pas un peu stupide, mais c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas aussi de nouvelles manières d'imaginer la proposition du jeu de société, dans le sens où on le distribue par milliers d'exemplaires pour que chacun l'ait dans sa famille, dans sa maison, etc., et il joue chez soi. Et je me disais, le jeu de société, il passe aussi par le fait de venir retrouver des gens ailleurs que chez soi, etc. Et je me disais, peut-être que éditer des jeux à l'unité, mais proposer plutôt une animation autour du jeu. Et en fait, ça se fait à l'intérieur du festival, ça se fait sous des formes marginales, plutôt pour promouvoir un jeu qu'on édite en série. Je me demandais s'il n'y avait pas des choses à imaginer autour de ça, un jeu où on pousse vraiment le matériel à fond, où on pousse le principe de l'animation, comme il le fait avec une série ici, ou plein d'autres éditeurs ailleurs, mais où du coup on essaye de vendre une prestation où des gens vont se rencontrer autour, mais où du coup l'objet culturel n'est plus la boîte de jeu uniquement, mais l'animation. Voilà, c'était une idée comme ça que je voulais partager. Alors, moi je viens réagir là-dessus parce que ça va dans le sens de ce que nous on se pose comme question pour notre projet, là, avec les bilans d'un an de la sortie du jeu, et de se dire le jeu plaît, mais on n'a pas envie en fait de forcément chercher à se battre dans les boutiques de façon on va dire traditionnelle. Et de l'autre côté, nous on est vraiment animateurs et on va sur les festivals et on essaie vraiment justement de proposer une vraie animation. Donc d'une part, le volet animation, c'est quelque chose que nous on cherche à développer et qui peut à un moment être aussi une autre façon d'exister pour notre projet. Et ça va aussi dans le sens de la fabrication où pour notre prochain jeu, moi je me pose vraiment la question de faire des micro-tirages et donc de ne pas chercher à diffuser mon jeu forcément à l'échelon national et de viser peut-être avant tout d'être présent sur les festivals
festival sous forme d'une animation vraiment pensée, réfléchie, et pour vraiment trouver une autre façon de fonctionner, parce que je me rends compte que ça va être compliqué de chercher à se battre dans un milieu où on parle vraiment de marché maintenant, et ça a vraiment évolué. Et je pense du coup, effectivement, d'une part, des plus petits tirages peuvent avoir leur sens, et derrière, effectivement, penser la vie du jeu derrière, et ne pas juste penser la vente du jeu, et donc penser son animation. Voilà, nous, c'est vraiment le credo sur lequel on est. Je vous invite tous à passer à la chocolatoterie pour déguster des pièces montées, et puis voilà, vous verrez ce qu'on a essayé de faire cette année sur le clip, et on va essayer de continuer de développer ça. Et après, on peut très bien vendre des prestations d'animation autour des jeux de société. Nous, ça a été notre activité principale pendant des années. Alors, c'était plus en fait du jeu d'adresse, des jeux de stratégie, etc. Mais en fait, l'animation peut être valorisée économiquement. Quand j'ai monté ça, en fait, vendre du jeu comme produit d'animation dans une entreprise, je passais pour un hobby. Quelques années après, on en faisait 100, 150 par an, donc ça a beaucoup réduit, on en fait une quarantaine. Mais il y a moyen de penser à une entité économique propre, en fait, qui fait de l'animation autour de jeux, de certains jeux, de jeux de qualité, de jeux fabriqués en France. Enfin, je pense qu'il faut des axes de communication, de jeux coopératifs. Quelqu'un ferait demain des prestations autour de jeux coopératifs, je suis sûr qu'il pourrait tirer un revenu, en fait, si c'était son objectif. C'est pour revenir un peu en arrière, une question limite hors sujet sur les relations entre les deux métiers, éditeurs et distributeurs, qu'on trouve de plus en plus de relations croisées entre les deux. Et au final, c'est quand même le distributeur qui est en lien avec les boutiques plutôt que l'éditeur lui-même, sauf s'il distribue directement ses projets. Donc à la fois la problématique, quand on est auto-éditeur, comment on fait pour arriver à toucher les boutiques, et sinon sur les partenariats de petite distribution, on voit des jeux qui sont réédités avec des adaptations locales, un peu dans tous les sens en ce moment, et des partenariats croisés qui sont de plus en plus. C'est une vaste question. Moi, je peux répondre juste sur le volet auto-éditeur. Nous, on est distribué par paille, et parce que je les ai rencontrés sur le festival de Cannes et que le jeu avait plu. Pour autant, on va voir les boutiques dès qu'on en a l'occasion, parce que le relationnel boutique est très riche, et c'est vraiment aussi l'occasion de se rendre compte de ce qu'est le marché du jeu, et de se rendre compte des difficultés des magasins et de l'emballement qu'il y a là-dedans. Après, chaque fois qu'on va sur des festivals, on s'arrête voir les boutiques en chemin pour leur présenter pièces montées, puis pour discuter avec elles et prendre la température, tout ça. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir la connaissance du terrain, et donc quand on se distribue nous-mêmes, ou en tout cas on a la possibilité d'aller voir les boutiques, c'est toujours très enrichissant. Moi, je suis distrait par Asmodée, mais j'ai aussi un contact fort avec les boutiques que je connais. J'ai écumé des salons, je suis allé dans toute la France, etc. Donc, même si en fait, j'ai transmis en fait, la distribution à quelqu'un qui fait ça beaucoup mieux que moi, parce que je ne sais pas vendre des jeux, je pense aussi que le retour boutique est super important pour sentir le marché, avoir des idées en fait, sur les jeux qui marchent pas, etc. Et c'est vrai que le ressenti du terrain est très, très, très important. Oui, face à l'explosion justement du marché du jeu, on voit que tant dans les médias que dans certaines, comme des fast-food, tout ça, il y a de plus en plus de jeux. On voit des radios qui proposent à gagner des jeux, même si c'est des jeux de lettres, ces trucs. Mais il y a quand même une vraie démocratisation aussi du jeu. Et est-ce que c'est pas le moment justement de sortir un petit peu des boutiques pour aller vendre le jeu ailleurs? Et je pense à des librairies où on voit de plus en plus de petites boîtes en fer justement, et ou d'autres secteurs qui pourraient... il y a des marchands de jouets qui vendent justement les grosses locomotives, comme disait le collègue. On les voit maintenant dans ces magasins-là. Est-ce que c'est pas le moment de faire le pas et de sortir un peu de cette consanguinité où on est un peu dans nos petites boutiques, quoi? Je pense que tu as parfaitement raison de vouloir décloisonner en fait les circuits de distribution actuels. En fait, l'avenir pour moi, il est dans la distribution alternative et d'en sortir en fait le jeu des boutiques de jeux, c'est-à-dire avoir en fait d'autres schémas de distribution. Ça peut être via des hôtels, des choses comme ça, etc. Pour essayer que le jeu en fait touche son public, mais par d'autres moyens
que les boutiques, sans essayer de mettre à mal les boutiques non plus, parce que c'est dur en ce moment. Il y a Amazon, il y a des sites de vente en ligne, etc. Et voilà, être boutiquier aujourd'hui, enfin vendeur spécialiste de jeux, il faut avoir une sacrée compétence et les nerfs assez solides pour tenir le choc par rapport à la concurrence Internet, à la nouveauté, etc. Et l'une des clés de la diffusion, c'est la médiatisation des loisirs. Et là, je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve qu'on est nul. Je trouve qu'il ne se fait rien en matière de presse. Voilà, je pense qu'une démarche collective est quelque chose qui serait important de faire pour qu'on parle en fait du jeu de société dans la presse généraliste et pas simplement que ça soit un marronnier de fin d'année avec le reportage de TF1 dans le Toys R Us du coin, etc., qui est vraiment saoulant. Donc voilà, alors c'est de mieux en mieux, mais c'est largement insuffisant en fait de mon point de vue. Ouais, non, mais c'est pas, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il suffit de voir, là, il y a fin juin, il y avait un festival organisé par une boutique de BD le 11e à Paris. C'est intéressant de voir comment, même en se disant que la BD est assez proche au final, parce qu'il y a de l'illustration, il y a des choses, c'est un domaine qui me semble assez proche du jeu de société. C'était assez intéressant de voir qu'effectivement c'était un festival qui était essentiellement consacré sur les dédicaces et que tout d'un côté, il y avait tous ceux qui allaient à côté des auteurs de BD, etc., qui étaient mis un peu plus loin. Et puis, c'était pas vraiment axé dédicace, c'était plus, on joue, il y a quand même dans ce milieu-là où on se dit, nous, effectivement, la BD, les jeux de société, il peut y avoir des rapprochements, même dans ce milieu-là, c'est déjà complexe. Alors, quand on parle de librairie, littérature, etc., la considération du jeu, malgré tout, fait des efforts, ça commence à venir encore loin d'avoir considéré le jeu de société tel qu'il est et qui peut être un objet culturel. Et donc je pense que ça va mettre vraiment du temps. Si ça arrive un jour, tant mieux, mais c'est pas encore le cas. Donc je pense que de prendre en librairie, généralement quand on le voit, quand ils prennent des jeux de société, c'est effectivement par rapport à des thématiques très spécifiques ou parce qu'il y a eu un travail, etc. Mais le décloisonnement n'est pas encore fait. On n'est pas encore dans l'acceptation que le jeu, malgré le fait que le jeu vidéo par exemple, soit un des premiers loisirs mondiaux culturels, la notion de jeu n'est pas encore liée à que ce soit la BD ou la littérature, etc. Donc je pense que pour l'instant, c'est plus compliqué. Il y a quand même, comme vous disiez, des pas qui sont faits pour justement s'ouvrir effectivement à d'autres marchés que la boutique spécialisée, mais parce que notamment, par exemple, toutes les enseignes papeterie, librairie, il y a un moment, les CD, les DVD, ça se vend plus, alors ils ont cherché autre chose, et pour le moment, le jeu, ça se pirate pas trop. Alors c'est une alternative, mais sur laquelle il faut une sélection drastique, et c'est pas... Alors, c'est bien, on leur vend des jeux, on leur vend nos meilleures ventes, mais ces meilleures ventes, elles vont être créées par les boutiques, qui, elles, ont pris le risque de prendre beaucoup plus de titres, de nouveautés, qui les ont défendus, qui les ont défendus en local, et puis c'est comme ça qu'il y a eu l'effet un peu boule de neige, et c'est eux qui ont fait le boulot. Enfin, on peut ouvrir le milieu sans oublier ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront demain. S'ils sont plus là, je pense, pour faire le travail de départ, demain ça marchera plus. Mais c'est la même problématique que pour le cinéma. Tu as des gros blockbusters qui vont te tirer, qui vont eux faire le chiffre pour les salles, mais tu auras quand même des petits films d'auteur, tout ça. Donc effectivement, ces gros jeux justement qui se vendent beaucoup parce qu'il y a une grande visibilité, c'est eux qui vont continuer à tirer les petits, quoi. Et il y a un truc aussi, c'est qu'on a du mal à amener les gens en ludothèque. Mais par contre, on s'aperçoit que quand on amène les jeux vers les gens, quand on les amène dans les cafés, il y a un vrai engouement. Mais moi, je suis dans une région où il faut que j'envoie les gens faire 200 km pour aller trouver les jeux qui vont, quoi. Ou alors, ils sont obligés de passer par l'Internet. Et voilà. Est-ce que là, justement, il n'y a pas aussi Vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne qui a plus de boutiques. Est-ce qu'on ne se dirige pas aussi vers une espèce d'Amazon du jeu, quoi, où il faudra avoir des jeux uniquement par Internet pour pouvoir avoir des jeux, quoi. Je crois que c'est une des raisons qui fait que les éditeurs ne cassent pas non plus en deux et que justement on essaie de faire en sorte que les boutiques elles puissent se battre encore contre ces géants-là, parce qu'on sait que le jour où il n'y aura plus que Amazon, et on se prendra des jeux derrière l'oreille et puis on entendra chez nous, quoi. Apparemment, on voit que le marché du jeu est en
Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous le voyez arriver? Est-ce que vous accompagnez ce monde-là? Et comment est-ce que ça se vit aussi avec les auteurs? Nous, on est un peu des vieux cons, donc nous, on aime toucher des trucs. Donc voilà, il y a une appli Porto, il y a une appli Corridor, c'est pas chose qu'on va proposer, mais on est actifs d'acheteurs. Donc non, c'est pas notre métier. Ça nous amuse pas, en fait. Même chose pour moi. Après, il y a pas mal de réflexions là-dessus, sur de nouveaux outils. Il y a HoloLens, qui sont les lunettes de Microsoft, qui permettent d'avoir effectivement, juste en mettant les lunettes, d'avoir des éléments physiques qui sont virtuels, mais qu'on pourrait vraiment jouer. Après, on est quand même au balbutiement de ça. J'ai pas l'impression que ça viendra du milieu du jeu de société, mais que ça sera même plus avec une techno adaptée qui permettra de rassembler les deux. On n'y est pas encore parce que c'est énormément de moyens, énormément de technologies qui doivent développer, il y a énormément de R&D, même quand Microsoft propose ça, pour l'instant ils n'y sont pas encore, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc je pense que ça arrivera un jour. Mais j'ai pas l'impression pour l'instant que ça vienne plutôt du secteur du jeu de société et que ni du jeu vidéo. C'est-à-dire que ça va se faire grâce à une techno, je pense. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et à cette session de questions et réponses. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions et vous donner quelques éléments qu'on aimerait partager sur la création ludique. Pour ma part, je vous invite à Boulogne-Billancourt le 19 et 20 septembre prochain pour Créa Games, qui est notre week-end dédié à la création ludique, avec la remise des prix du concours de Boulogne-Billancourt. Voilà, je remercie encore tous les intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde. À vous tous d'être venus et aussi à la ville de Partenaire de nous avoir accueillis dans ce très joli théâtre. Merci beaucoup.